Salut à toutes et à tous, bienvenue dans Sortie de Veille, le podcast hebdomadaire de Mac Génération. Ce n'est plus qu'une question de jours, ou en tout cas, on l'espère, Free Mobile pourrait finalement adopter l'Apple Watch. Après Orange et SFR, l'opérateur de Xavier Niel pourrait à son tour proposer un forfait eSIM pour la montre. Mais cette nouvelle arrivée présente-t-elle vraiment un intérêt ? On va en discuter avec Christophe. Dans cette émission, on va également parler du faux départ de l'architecte des puces Apple, des écrans externes pour les Mac et des nombreux produits qui arrivent dans nos bureaux. Nous sommes le samedi 13 décembre, voici les infos de la semaine qu'il ne fallait pas manquer. On pensait que la version finale d'iOS 26.2 arriverait cette semaine. Finalement, il faudra patienter encore un petit peu puisqu'on a eu seulement la seconde release candidate. Et finalement, si, on a bien eu la version finale d'iOS 26.2. Elle est sortie vendredi soir, juste après l'enregistrement. Ne vous étonnez donc pas dans la suite quand on dit qu'elle n'est pas encore dispo. Salut Christophe, est-ce que tu vas bien ? Bonjour Stéphane, oui ça va, je sais, je suis là, tu es encore un petit peu surpris, mais voilà. T'es pas parti chez Apple finalement ? Non, mais c'est surtout que je devais remplacer Félix, et je remplace Félix qui est en vacances, qui a des congés bien mérités, et là je passe des entretiens, mais c'est compliqué, il y a quelqu'un qui s'appelle Tony, paraît-il, qui est aussi sur le poste. Ah ouais. C'est un peu chaud. Ouais. Je parlais d'iOS 26.2, est-ce que tu vas pouvoir vivre quelques jours de plus avec iOS 26.1 ? Ah bah non, mais j'ai déjà installé. Il fallait que je fasse, justement, dans ces entretiens, il fallait que je fasse sur bonne figure, il fallait que je montre que je m'intéresse au produit. Non, je l'ai installé. Bah, écoute, pas grand chose à signaler. Enfin, il y a sans doute des trucs, mais on en a tellement parlé que quand ça arrive, des fois, on a presque oublié. J'ai installé WatchOS 26.2, j'ai pas non plus, voilà. Il y a le score de sommeil pour 26.2 sur WatchOS. Oui, il me donne toujours des bonnes notes, alors qu'est-ce que tu veux que je te dise? Non, mais ça m'est arrivé d'avoir 2-3 tools de temps en temps. Mais d'ailleurs, en parlant de score de sommeil, il y a vraiment quelque chose d'assez étonnant. C'est un truc qui arrive. Apple on a pas trop parlé finalement. Hein. C'est arrivé sans qu'on demande rien. Je veux dire, les rumeurs, on les a faites cet été en disant regardez, dans le code de WatchOS ou dans iOS, il y a peut-être ci ou ça. Mmh. Et c'est un truc dont on ne sait pas si Apple prend ça au sérieux, mais par contre, elle fait beaucoup de publicité autour de ça. Moi, c'est assez étonnant. J'ai entendu des podcasts où justement ils faisaient la promotion de l'Apple Watch, et la première fonctionnalité dont il parle, c'est ce fameux score de sommeil. Bah écoute, on parle de l'Apple Watch, on va continuer d'en parler, puisque le gros sujet de la semaine, c'est la prise en charge prochaine de l'Apple Watch par Free Mobile. Cet automne, l'opérateur avait promis que cela arriverait bientôt. D'après nos informations, ce n'est plus qu'une question de jours. Free Mobile devrait commercialiser les montres d'Apple dans ses boutiques et surtout proposer un forfait eSIM. Ses clients pourraient ainsi connecter leur Apple Watch cellulaire à son réseau pour rendre leur montre moins dépendante de leur iPhone. Mais est-ce que l'arrivée de ce nouvel acteur présente vraiment un intérêt ? Parce que ça fait plus de 6 ans qu'Orange et SFR gèrent l'Apple Watch, alors on peut penser que tous ceux qui veulent connecter leur montre sont déjà passés chez eux. Oh, mais c'est pas gentil ce que tu dis. Je pose la question. Oui, tu instilles le doute, c'est pire. Non, tu te souviens, on avait fait un sondage, je crois que c'était au mois de mai, et on avait demandé aux lecteurs s'ils avaient une Apple Watch, et si celle-ci était cellulaire, et s'ils avaient un forfait avec. Et bref, on a quand même eu un tiers de nos lecteurs qui disaient avoir une Apple Watch avec forfait. Donc c'est quand même pas rien. Et oui, moi, ça m'a étonné comme résultat, je m'attendais pas à autant. Ouais. Bah, mine de rien aussi, il faut se rendre compte d'une chose, c'est que sur les Apple Watch SE, t'as le choix, mais par exemple sur l'Apple Watch Ultra, t'as un modèle cellulaire de base. On a presque tendance à l'oublier. Mais non, parce que même pour les utilisateurs qui sont chez Orange et SFR, c'est très bien parce que ça va ajouter de la concurrence. Alors, c'est un peu difficile de répondre à ta question parce que on ne connaît pas encore avec précision les détails de l'offre de Free. Est-ce que le forfait proposé par Free, est-ce que ce sera un forfait 4G ou 5G ? Bon, dans le cadre de l'Apple Watch, ça change pas grand-chose, même si les nouvelles supportent la 5G, mais je crois que c'est surtout pour des questions de connectivité et d'impact sur la batterie, ils utilisent une nouvelle norme qui est plus économe.
Donc voilà, mais bah voilà, on verra l'offre de Free. Mais moi, ce qui m'étonne encore plus, c'est Bouygues. Mais pourquoi ils ont toujours pas de forfait pour l'Apple Watch? Parce que bon, enfin, je veux dire, Orange et SFR gagnent quand même 5 € par mois pour une fonctionnalité qui mange quand même vraiment pas de pain. Je veux dire, c'est pas les datas échangées par l'Apple Watch qui vont mettre à mal le réseau. Alors, Non, ceci dit, il faut pas oublier qu'il y a quand même une contrepartie qui est, il est vrai, assez lourde. C'est que Apple demande en échange de mettre en vente les Apple Watch en boutique. Et ça, effectivement, c'est pas rien. Mais donc voilà, enfin ça, on a des informations à ce sujet-là, c'est que bah, pour Apple, ça va être une nouvelle manière de pousser son Apple Watch, d'améliorer sa visibilité dans les boutiques de Free. Et puis alors, il y a eu toute cette semaine la question de la disponibilité, de savoir quand est-ce que ça va arriver très précisément. Bon, on l'a déjà dit, mais je pense qu'effectivement, c'est lié à la sortie sans doute de WatchOS 26.2 et de iOS 26.2 qui doivent peut-être contenir les profils permettant l'activation de l'Apple Watch avec Free Mobile. Donc peut-être la semaine prochaine, sachant qu'en plus, il y a une deadline au Japon. Si ma mémoire est bonne, Apple doit vraiment ouvrir l'écosystème iOS un peu comme elle le fait déjà en Europe en raison d'une loi. Et ça s'applique, ça entre en vigueur le 18 décembre. Et c'est iOS 26.2 qui apporte les changements au Japon. Donc on peut penser qu'iOS 26.2 va sortir dans tous les cas avant le 18 décembre. Quoi. Oui, lundi ou mardi, ça paraît probable. On va passer à un autre sujet qui est un peu notre fil rouge depuis plusieurs mois. Ce sont les défections en chaîne chez Apple. On parlait la semaine dernière des départs de John Giannandrea, le patron de l'IA, et d'Alan Dye, le responsable du design. Dimanche dernier, Bloomberg a affirmé que Johnny Srouji voulait lui aussi partir. Alors Srouji, c'est pas n'importe qui, c'est le grand architecte des puces Apple, celui qui a dirigé le développement de la puce A4 du premier iPad jusqu'à la puce M5 du dernier MacBook Pro. Et puis 2 jours plus tard, renversement de situation, Johnny Srouji fait un démenti auprès de ses équipes, un démenti qui arrive opportunément aux oreilles de Bloomberg. Il se passe quoi alors? Il va partir ou il va rester? J'aime mon équipe et j'adore mon travail chez Apple et je n'ai pas l'intention de partir de sitôt. Bah, au moins, Srouji, quand il fait un démenti, il n'y va pas par 4 chemins. C'est plus clair que ça, c'est pas possible. Bah, a priori, il reste et on va croire qu'il est de bonne foi. Après, de mémoire, je crois que j'ai jamais connu un tel bazar au sein d'Apple, on va dire, sur les postes à haute responsabilité depuis... là, il faut remonter sans doute à l'époque où Apple se cherchait et l'acquisition, et ça a découlé sur l'acquisition de Next, donc on est dans les années 90, Ouais. avec une société qui, normalement, est très 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 mal en point. Et c'est là tout le contraste, parce que Apple va sans doute réaliser le meilleur trimestre de son histoire. Elle a quand même des produits qui sont dans l'ensemble d'excellentes factures. Enfin, en théorie, si on met les histoires d'IA de côté, tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. Et en coulisses, ça fait tout simplement peur. Enfin, la situation est extrêmement compliquée. Il y a clairement un souci RH chez Apple. Et alors, on parlait effectivement du cas Srouji. Pour moi, Srouji, il est dans le top 5, voire le top 3 des vice-présidents chez Apple. Enfin, il y a lui, il y a Ternus pour tout ce qui est hardware, et il y a Federighi. Après, je ne dis pas que les autres ne servent à rien, loin de là, mais c'est vraiment les piliers de la maison Apple. Et c'est certain que son départ, ce serait une vraie catastrophe. Alors, pourquoi ce serait une vraie catastrophe? Parce que la rumeur disait que s'il partait d'Apple, c'est pas pour partir à la retraite, c'est pour se lancer dans un nouveau projet. Et s'il se lance dans un nouveau projet, il va pas partir seul, c'est évident. Enfin, il a une équipe autour de lui. D'ailleurs, on sent que c'est une équipe qui est assez soudée, l'équipe des semi-conducteurs chez Apple.
Alors, il y avait déjà eu une rumeur, je sais plus, c'était il y a déjà quelques mois, hein, enfin, le concernant, parce que son nom avait fuité et il était dans les potentiels candidats au poste de CEO chez Intel. Ça s'était pas produit, donc tant mieux pour Apple, hein. Quoi qu'il en soit, enfin, il est évident, enfin, il faut que cette transition se finisse, là, ce va-et-vient en haut lieu chez Apple, c'est juste, enfin là, c'est trop long. Alors il faut, et je pense qu'il faut que Tim Cook mette les choses au clair assez rapidement sur son avenir, qui disent clairement non, non, mais là, les rumeurs que vous avez entendues, c'est pas sérieux, ou si vraiment une succession est à l'ordre du jour, oui, ben, il faut que... Et c'est pour là que je commence vraiment à donner de plus en plus de crédit aux rumeurs du Financial Times. Il faut qu'ils s'expriment d'une manière ou d'une autre, à court, moyen terme, qu'ils disent, par exemple, pendant les résultats, lors des publications des résultats trimestriels qui vont avoir lieu de mémoire sans doute début février ou fin janvier, ils disent bon bah je reste, ou non non bah il y a un plan de succession, voilà, imaginons, John Ternus est mon successeur. Là, on lance une période de transition qui va durer X mois pour que je l'aide pour que je le forme à ce nouveau poste. Et moi, je deviendrai chairman d'Apple à partir de telle date ou je ne sais quoi. Mais là, je pense qu'il y a un besoin de clarté. Il y a un besoin de clarté. Alors, c'est clair que les clients, les utilisateurs d'Apple, c'est pas tant leur souci. C'est un sujet qui commence petit à petit. Enfin, les milieux financiers commencent à s'y intéresser. Notamment grâce au Financial Times, mais je pense que c'est un sujet qui doit commencer à peser sérieusement en interne. Et évidemment, parce que ce qu'on pouvait peut-être comprendre en filigrane de Srouji, c'était « Écoute, Tim, si tu restes, moi je reste ». Mais effectivement, c'est un petit peu lourd, hein, c'est-à-dire que qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui va se passer si Tim Cook, qui a envie de partir, démissionne dans 6 mois et nomme par exemple John Ternus. Voilà. Alors est-ce qu'il y a est-ce que ces deux hommes n'entretiennent pas de bonnes relations? Est-ce qu'il y a des contextes de rivalité? Enfin, j'en sais rien. Mais voilà. Enfin, je pense que, et c'est d'autant plus paradoxal quand on connaît la situation d'Apple en termes de succès produit, mais je pense que voilà, il y a un grand besoin de sérénité qui se manifeste de plus en plus. Oui, parce que là, en plus, on sent que chacun un peu place ses pions, utilise la presse aussi pour avancer un candidat qu'on préfère. Là, il y a le nom de Tony Fadell qui est sorti comme ça chez Information. L'idée a sûrement été glissée par lui-même. Ça ressemble à un acte de candidature, tout à fait. Ouais. Parce qu'en plus, The Information n'a pas dit. On a contacté Tony Fadell qui nous a affirmé l'information. Donc, il y a ce que j'ai trouvé aussi très bizarre et un peu malaisant, c'est les rumeurs sur l'état de santé de Tim Cook qui sont sorties aussi. Enfin, il y a des choses comme ça qui montrent que il y a beaucoup de remue-ménage en interne et que les gens n'hésitent plus à utiliser la presse pour faire passer des messages. Puis ça a été la panique, je pense, hein, avec Srouji. Il y a eu le démenti seulement 2 jours plus tard, qui a été relayé par Bloomberg. Donc il y a dû avoir des messages en interne pour dire oh, attention, non, vous inquiétez pas, Srouji part pas. Tout ceci donne quand même l'impression un peu d'une fin de cycle. Et ça se voit aussi peut-être avec certains choix technologiques qui ces derniers temps ont été quand même malheureux, c'est-à-dire tout ce que Apple a essayé d'entreprendre, alors je pense notamment à la voiture, ça a été un échec. Ils ont beaucoup misé sur le Vision Pro, ça a été un échec. Et ils ont, quoi qu'il en soit, raté le train de l'intelligence générative et ils ont du mal à mettre en place, un édifice qui soit, une réponse cohérente par rapport à tout ça. Ouais, c'est certain que c'est compliqué. Et il y a une dernière chose, on parle de tout ça peut-être d'une guerre des chefs plus ou moins en interne chez Apple, mais je me demande aussi s'il n'y a pas aussi une sorte de guerre entre médias. Et le coup de Srouji, je me demande si c'est pas aussi Gurman qui a sorti ça, parce que j'ai l'impression que l'histoire du Financial Times, il l'a pas du tout vu venir.
Et je pense que ça l'a piqué, et je me demande s'il n'a pas quelque part voulu répondre. Mmh. Et peut-être que cette histoire est... enfin, peut-être que le tuyau de Gurman était mauvais, hein, c'est possible aussi. Hein. Mmh. Bon, sans transition, on va maintenant s'intéresser aux écrans externes. Alors, il existe une myriade de moniteurs sur le marché, et pourtant le choix n'est pas forcément évident quand on possède un Mac. Pierre a testé cette semaine un écran 5K 27 pouces de la marque Japan Next qui a l'avantage d'être abordable et d'avoir une dalle de bonne qualité. Alors, il coûte 650 euros. Bon, dans l'absolu, c'est pas rien, mais c'est véritablement un prix plancher pour une dalle 5K qui est très confortable. Mais voilà, pour ce prix, il faut faire des sacrifices sur les enceintes, la connectique et le design. En fait, si on veut de bonnes enceintes et un design qui se marie vraiment bien au Mac, il n'y a quasiment que le Studio Display d'Apple. Mais le problème, c'est son prix, 1749 euros, et sans le pied réglable en hauteur, hein, sinon on dépasse les 2000 euros. Du coup, on peut conseiller quoi, Christophe? Je crois que tu as tout résumé, Stéphane. Hein. Non, mais là, il y a quand même deux, trois choses à souligner. Il y a quand même, les dalles 5K se généralisent enfin. Donc, on trouve des modèles, notamment chez BenQ, Japan Next, Asus, Philips. Bon, on est en 2025. Je sais même plus quand est-ce qu'Apple a commercialisé le premier iMac 5K. Mais ça fait un moment quand même. Hein. Ah ouais, Il ça fait est passé sous les ponts. une bonne dizaine d'années. Ouais. Ouais, voilà. Alors, à la fin, c'est une bête question de budget. Hein. L'écran d'Apple, il est très bien, mais c'est vrai que 1750 euros, c'est une somme. Et voilà, comme tu disais, ce qui est dommage, c'est que on a soit des écrans 5K, on va dire, premier prix, donc on va dire 600, 700 euros. On a des écrans 5K qui sont vendus un peu plus cher, mais qui sont vendus, on va dire, dans une optique pour les gens qui font de la photo ou de la vidéo, pour qui la précision d'image est quelque chose de fondamental. Mais il y a personne qui propose, moi ce que j'appellerais, c'est-à-dire des écrans confortables. C'est-à-dire avec, comme tu disais, une bonne webcam, quoi qu'on pourrait parler de la webcam de l'écran d'Apple, mais elle a le mérite d'exister, et un système audio de bonne facture. Après, 1750 euros, c'est une somme, mais les écrans Apple, c'est souvent des achats de très très long terme. Hein. C'est pour ça que je tique finalement un peu moins sur son prix que sur d'autres produits. Moi, je laisse ce fameux Studio Display. Je pense que c'est un moniteur qui me fera facilement 10 ans. On a d'ailleurs d'autres moniteurs Apple. Enfin, on en a à MacG, enfin, j'en ai aussi à la maison. Là, ils sont, je sais pas, ils doivent avoir 15 ou 20 ans, ils continuent à très bien fonctionner. Mmh. Alors, la concurrence arrive enfin, alors qu'Apple est quand même sur le point de repartir à l'offensive l'année prochaine. Donc, on devrait enfin avoir un Studio Display 2. Donc voilà, on sait que d'après les fuites de Macworld, qui est un peu, mon impression, tiré le jackpot cette semaine, Ouais. parce qu'ils ont quand même eu de nombreuses révélations à tous les niveaux. Donc il aurait une puce à 19, il offrirait enfin un support complet de la HDR et du 120 Hz. Donc ça devrait faire un très bel écran, qui j'imagine ne devrait pas être vendu beaucoup moins cher. Hein. Enfin, à mon avis, il va être très bien dans cette zone de prix. Non, mais au moins, tu pourrais dire que voilà, pour 2 fois le prix d'un écran 5K, en plus d'avoir une dalle 5K, tu as vraiment un écran plus moderne, quoi. Parce que avec du 120 Hz et du HDR, là, ça changerait quand même de dimension la qualité de l'affichage. C'est ça, mais cet écran est dans la gamme depuis... Enfin, d'ailleurs, tous les deux écrans d'Apple sont dans la gamme depuis un petit moment. Ils sont aussi un petit peu en fin de cycle. Oui, oui. La question que je me posais, est-ce qu'il y a eu des rumeurs sur ce modèle-là Est-ce qu'il pourrait prendre en charge la 6K ou pas? Parce qu'il commence à y avoir des modèles qui gèrent la 6K. Ouais, c'est un peu flou. En fait, il y a eu des rumeurs, toujours de Mark Gurman, qui parlait que Apple travaillait en fait sur 2 écrans. Et donc un qui pourrait remplacer le Studio Display et un autre, le Pro Display XDR, qui est lui 6K. Donc à voir. C'est pas très clair. Ouais. D'accord. Alors moi, juste un petit conseil. Moi, j'ai beaucoup switché entre des écrans 4K et 5K. Quoi qu'il en soit, à la fin, je trouve que le 5K en niveau de confort, c'est un vrai plus. On termine le tour de l'actu avec une petite plongée dans les coulisses de Mac Génération. Félix a publié cette semaine sur MacG un article sur une petite mésaventure qui nous est arrivée. Tu en avais parlé une fois, Christophe, en début d'émission. On avait commandé sur l'Apple Store un iPhone 17 Pro Max et un iPad Pro M5 pour les tester.
Après avoir publié nos tests, on a renvoyé les produits à Apple dans la période légale des 14 jours, mais ça ne s'est pas passé comme prévu, car les 2 colis se sont perdus en cours de route. Alors ça s'est terminé comment cette affaire? Et c'est l'occasion de te poser d'ailleurs une autre question qui revient très souvent. On fait comment pour se procurer, tout le matériel Apple? Oui, oui, bah, c'est très, c'est très simple. Alors bon, l'idée, c'est d'avoir effectivement les produits Apple le plus tôt possible, sachant Apple, de temps en temps, nous fournit des modèles, de temps en temps non, mais et surtout, contrairement à d'autres médias, ils nous proposent pas de recevoir les produits en avance. Donc on les commande comme tout le monde sur l'Apple Store en ligne. Alors notamment pour les iPhones, c'est toujours un énorme stress parce qu'il y a souvent 4 ou 5 références à commander. On sait que pour certains modèles, la demande au début, elle est assez restreinte. Donc voilà, il faut immobiliser une certaine trésorerie voilà, quand on parle d'iPhone, si on en met 3-4 dans le panier, on se retrouve facilement à 5 ou 6 ou 7 000 euros. Ça a été d'ailleurs pas simple pour l'iPhone 17 Pro Max. L'idée n'était pas de prendre à la base le modèle à 2 Tera, qui était quand même à 2500 balles. Mais justement, ça partait tellement vite que je me suis retrouvé à commander celui-là. Et donc, il y a par contre l'Apple Store en ligne, il y a un côté qui est très agréable, c'est qu'il rechigne pas du tout pour les retours, c'est-à-dire que vous avez 14 jours, vous cliquez, tout peut se faire en ligne, ils vont pas vous embêter, pourquoi vous voulez le retourner ou quoi que ce soit, ils acceptent ça et il n'y a pas de souci. Il y a Amazon qui a également un système qui est pas mal à ce niveau-là, mais Amazon, quand il y a trop de retours, ils commencent à vous poser des questions et ils vous menacent de fermer votre compte si vous continuez à retourner fréquemment des produits. Donc voilà, et puis on n'a pas eu de chance effectivement avec l'iPhone 17 Pro Max et l'iPad Pro M5. À chaque fois, c'est tombé sur le malheureux Les appareils les plus Félix, chers, ouais. En plus, les appareils les plus chers, voilà. Ouais. Chez Félix, ouais. Donc l'iPhone 17 Pro Max, Félix l'a renvoyé, donc on était contents. Puis ils nous ont dit, mais il y a un problème. Et donc là, il y a eu une enquête qui a duré quasiment 2 mois pour savoir qu'est-ce qui était arrivé à cet iPhone 17 Pro Max. Voilà, ça a été l'occasion de redécouvrir certains trucs, c'est-à-dire que lorsqu'on fait un renvoi chez UPS, ils pèsent le colis, et le colis est pesé en permanence pendant le transport pour s'assurer a priori qu'il n'y ait pas de vol ou quoi que ce soit. Donc là, l'affaire s'est bien terminée. On a juste, au lieu d'être remboursé, on va dire, sous 15 jours, il a fallu attendre 2 mois, ce qui dans la situation actuelle n'est pas très agréable, mais bon, ça s'est bien fini. Alors l'iPod Pro M5, alors là, Félix s'est dit, bon, je vais prendre des photos, je vais vraiment tout faire bien, je vais le déposer dans un point UPS pour qu'il n'y ait aucun souci, et là, 3 jours plus tard, Apple nous répond, non, mais il y a un problème avec votre colis, il n'y a pas d'iPad Pro M5, il y a de la colle à la place. Ce qui est quand même assez étonnant. Et là, je me souviens quand j'ai contacté à Félix, quand j'ai reçu le mail, je lui ai dit, tu vas pas me croire. Je pense qu'il a dû... il a dû devenir blanc il a dû être tout blanc quand il m'a lu. Enfin bref, l'histoire c'est... Nous, on a envoyé toutes les preuves qu'on était de bonne foi. Donc il n'y a pas eu de soucis, on a été remboursé relativement vite, je pense au bout de 3 semaines. Enfin voilà, ça s'est rentré dans l'ordre. Alors c'est vrai que comme le disait Félix dans son article, le processus est un peu opaque, on est assez peu informé. À un moment donné, je commençais vraiment à m'inquiéter, notamment pour l'iPad, et puis on avait fait 2-3 relances, et puis un bon matin, on reçoit un mail pour nous dire que le remboursement a été effectué. Alors la morale de cette histoire, s'il y en a une, c'est que dans la mesure du possible, et c'est effectivement possible, si vous n'êtes pas trop loin d'un Apple Store, vous pouvez faire le renvoi, vous pouvez retourner le produit en boutique. C'est sans doute la meilleure chose à faire, mais c'est pas le cas de tout le monde malheureusement. Donc voilà, à savoir, est-ce que c'est la loi des séries, parce que c'est vrai qu'entre ça et les envois de magazines, on n'a pas été vernis ces dernières semaines. Ou est-ce que c'est un mouvement plus global ? J'en sais rien du tout, mais voilà. Après, pour le retour de l'Apple Store, c'est vrai qu'on en fait beaucoup, et c'est vraiment exceptionnel que ça se passe mal. Sinon, les nombreux retours, les dizaines de retours qu'on fait chaque année se passent sans souci, quoi.
Effectivement, et je crois que le dernier problème devait remonter à 2021 ou un truc comme ça. Et voilà, donc Voilà. c'était pas. Donc il n'y a pas non plus trop d'inquiétude à avoir si vous faites un retour sur l'Apple Store. Et c'est le cas, c'est le moment de préciser, mais enfin, je pense que nos lecteurs sont au courant. Donc, c'est le cas chez Amazon, c'est le cas sur l'Apple Store et chez de nombreux sites d'e-commerce. Lorsque vous achetez un produit pour les fêtes de Noël, le délai de 14 jours est souvent agrandi. Vous avez une fenêtre qui varie. Je crois qu'Amazon, c'est le 31 janvier. L'Apple Store, c'est peut-être le 10 ou 14 janvier. Donc, si vous n'êtes pas satisfait, vous pouvez très facilement retourner votre produit. C'est l'occasion d'en profiter, ouais. Eh bien écoute, merci pour ce retour sur l'actu Christophe et bon week-end. Bon week-end à tous. Bon week-end à tous et puis merci de votre fidélité, vous êtes toujours plus nombreux à écouter Sortie de Veille, ça fait vraiment plaisir. Salut à tous, à la semaine prochaine.